dossier du jour concerne le personnage sans doute le plus emblématique de la guerre du côté ukrainien. Il est sur tous les fronts. On l'a vu à Dnipro, à Odessa récemment. Il a évidemment sillonné l'Occident. Il s'apprête à le faire de nouveau. Bref, Volodymyr Zelensky s'expose. Qu'adviendrait-il s'il était assassiné, par exemple? Un article passionnant de Politico nous le détaille. Les indispensables de Christophe Carnino. Bonsoir Christophe. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors Christophe, que se passerait-il, en tout cas d'après Politico, si Volodymyr Zelensky venait à décéder? Eh bien tout d'abord, la constitution ukrainienne garantit la continuité du pouvoir en cas de vacances. C'est le propre d'une constitution. Et celle de l'Ukraine, en vigueur depuis 1996, prévoit le cas dans sa section 5. L'article 112 dispose « En cas de cessation anticipée des pouvoirs du président de l'Ukraine, le président de la Verkhovna Rada de l'Ukraine exerce les fonctions du président de l'Ukraine jusqu'à l'élection et l'entrée en fonction du nouveau président de l'Ukraine. » Voilà pour cet article 112. Alors le président de la Verkhovna Rada, le Parlement ukrainien, c'est cet homme, Ruslan Stefanchuk. Il a 47 ans, il est avocat de formation. C'est l'un des auteurs du programme électoral de Volodymyr Zelensky lors de la campagne présidentielle de 2019. Il appartient donc au mouvement de Zelensky, serviteur du peuple, et il est président de la Rada d'Ukraine depuis le 8 octobre 2021. Alors avec Volodymyr Zelensky, il est à la tâche pour réformer les institutions ukrainiennes et les débarrasser de la corruption héritée du fonctionnement oligarchique de l'URSS. Il épaule également le président ukrainien pour obtenir des armes occidentales. En janvier dernier, il est même venu en France pour cela et est passé par nos studios. Écoutez. Nous serons reconnaissants pour tout équipement militaire, quel qu'il soit, mais bien évidemment, ce n'est pas un secret. L'Ukraine aujourd'hui a besoin des chars, l'Ukraine a besoin de systèmes de défense antiaérienne, elle a besoin d'avions, elle a besoin de tout ce qui permettra de hâter le jour de notre victoire. Alors pour autant, Ruslan Stefanchuk n'est pas la personnalité politique la plus populaire d'Ukraine. C'est ce qu'affirme un média états-unien, Politico. Sa cote de confiance dans les sondages d'opinion est d'environ 40%, soit près de 2 fois moins que Volodymyr Zelensky. Et il n'est pas très populaire auprès des députés de l'opposition. Voilà pour la Rada, pour ce personnage, Stefanchuk. Qui l'accompagnerait à la tête de l'Ukraine? Alors Politico s'est penché sur la question et pour le journal, Ruslan Stefanchuk serait très probablement accompagné au sommet de l'État par plusieurs membres du cercle proche de Volodymyr Zelensky. Une analyse appuyée par ce chercheur du Centre Eurasie du Conseil Atlantique. Il y a une équipe de direction solide et je pense que nous verrions un gouvernement collectif. Alors ce gouvernement collectif, qui le composerait? Eh bien pour Politico, tout d'abord, en plus de Ruslan Stefanchuk, s'ajouterait Andrei Yermak, un proche de Volodymyr Zelensky, ancien producteur de cinéma et avocat, actuellement à la tête du cabinet présidentiel. Ensuite viendrait le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Et puis enfin, Valéry Zaloujny, qui resterait commandant en chef des forces ukrainiennes, ainsi que le ministre de la Défense, Reznikov. Voilà pour ce tour de table. Voilà, beaucoup de personnages que l'on connaît, bien sûr. Ce serait le changement dans la continuité. On imagine que ce serait malgré tout compliqué d'endosser le costume de chef de guerre. Oui, rappelez-vous, dès le début de l'invasion menée par la Russie en Ukraine, Volodymyr Zelensky s'affichait dans les rues de Kiev, toujours présent pour montrer qu'il n'abandonnait pas le navire. Et lorsque Washington lui proposait même d'être exfiltré hors d'Ukraine, il était catégorique. C'est ici qu'est le combat, j'ai besoin de munitions, pas d'un taxi. Alors, depuis les premiers jours de la guerre, on l'a évoqué, Zelensky cristallise la résistance ukrainienne. Chaque jour, il prend la parole pour s'adresser à sa population et la soutenir. Chaque jour, il persévère à réclamer une aide militaire. Il n'hésite pas à se déplacer dans les zones chaudes. Regardez la semaine dernière à Odessa ou encore à Dnipro, ces déplacements-là, ou encore à Bakhmout, c'était le 20 décembre dernier, alors qu'il remet des décorations à des soldats. On entend des frappes à seulement quelques kilomètres. Écoutez. Подякував тим, кого з нами нема. Якщо можна, хвилиною мовчання.
Avec ces déflagrations en arrière-fond sonore, Volodymyr Zelensky qui reste donc une cible et il le sait. Regardez ce qu'il déclarait récemment sur CNN. Si j'y pensais constamment à cet assassinat, je me renfermerais de plus en plus sur moi-même, un peu comme Poutine qui ne quitte plus son bunker. Il y a tout de même un point faible dans le plan des Ukrainiens, c'est que la personnalité même de Volodymyr Zelensky, qui a réussi à gagner la confiance de ses alliés, selon Politico, sa rhétorique et son éloquence ont conquis le cœur du public, que ce soit à Washington, à Londres, à Bruxelles ou encore à Varsovie. Tout nouvel arrivant à la tête de l'Ukraine aurait donc du mal à fédérer peut-être les alliés autour de lui autant que ça, d'autant plus que les appels à la négociation se feront plus nombreux au fil du temps. Et là-dessus, on ignore si Kiev a une solution. Merci beaucoup Christophe. Mariana Peresiuk, évidemment si on se pose la question, c'est parce qu'il y a une longue tradition, on va voir des photos de célèbres opposants à Poutine, on en a choisi 3, il y en a tellement plus. Litvinenko que vous reconnaissez sur son lit, Politkovskaya qui a symbolisé le journalisme tué par des sbires de Poutine, et puis Boris Nemtsov, politique, qui a été assassiné à 2 pas du Kremlin. Et puis pour l'Ukraine, il y a évidemment le précédent Yushchenko, avec cet homme qui a été défiguré par un empoisonnement juste après la révolution orange. Bon, juste avant. Oui, juste avant, pardon. On ne sait toujours pas qui a tenté de l'empoisonner. On va rappeler un tout petit peu cette histoire à nos téléspectateurs. Alors Viktor Yushchenko, c'est celui qui est devenu président en 2005. Il avait été empoisonné alors qu'il était candidat à l'élection présidentielle, un candidat démocratique. Il faut aussi dire que ça s'inscrit dans une certaine série des morts et des accidents et des morts inexpliquées d'autres personnalités politiques qui endossaient ce rôle juste avant lui. Donc en effet, le risque est bien réel et donc c'est plutôt rassurant de savoir que l'Ukraine, la présidence ukrainienne a un plan dans ce cas, sauf que moi je ne serais pas du tout pessimiste ni je ne craindrais pas l'effondrement ou la perte de vitesse ukrainienne en cas, si ce drame advienne, pour une bonne et simple raison, c'est que l'Ukraine est une démocratie. L'Ukraine possède un parlement légitime, démocratiquement élu. Et contrairement à la Russie, ça a toujours été la force ukrainienne. Je rappelle aux téléspectateurs que les Ukrainiens ont déjà fait face à l'absence du président. C'était en février 2020, quand les forces de l'ordre avaient exécuté une centaine de manifestants sur la place centrale et que le président ukrainien était disparu. Donc en fait, il y avait une vacation de pouvoir et par ailleurs, il n'y avait pas que le président qui était disparu, il y avait aussi la police qui était disparue des rues et en fait, le chef, justement, le président du Parlement, il a su, alors même que c'était le Parlement dominé par la force politique du président qui a fui. Le président du Parlement a su rassembler les forces politiques du pays. Le Parlement avait une légitimité. Ils ont su prendre le contrôle du pouvoir. Ce qui s'est passé ensuite, l'Ukraine était en guerre déjà depuis 2014. Février 2014, quand la Russie a entamé son invasion de l'Ukraine. Donc l'Ukraine a connu la guerre avec le premier président par intérim, on va dire. L'Ukraine a connu les premières élections dans les conditions de la guerre. L'Ukraine a connu une deuxième élection démocratique dans les conditions de la guerre. Tous les présidents successifs, tous les dirigeants successifs de l'Ukraine ont toujours tenu la même ligne. Et c'est normal, l'Ukraine est une démocratie, donc cette ligne, elle est définie par l'opinion publique et par les intérêts supérieurs de la nation. Voilà, parce que Vincent Hugeux, on continue à avoir des images de Yushchenko qui réveillent sans doute des souvenirs chez nos téléspectateurs. Ce duel avec Yanukovych à l'époque, c'est plus la même situation. Là, il y a quand même une Ukraine peut-être plus homogène qu'à l'époque. Alors, à l'évidence, ce qui se joue en Ukraine aujourd'hui, ce n'est pas la guerre d'un seul homme et ce n'est pas la guerre d'un homme seul. Quand on fait référence au taux de popularité modeste donc de Stefan Chouk, le président de la Rada, qui serait éventuellement, le cas échéant, appelé à assurer l'intérim,
40%, plus d'un chef d'État occidental s'en contenterait, et on peut supposer que mécaniquement, cette popularité exploserait au lendemain de son accession au pouvoir. Pourquoi ? Parce que dans une lutte comme celle que mène le peuple d'Ukraine, il faut une incarnation. La collégialité, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Qu'aurait été la résistance française sans De Gaulle ? Qu'aurait été l'Angleterre sans Churchill ? Qu'aurait été la lutte contre l'apartheid sans Nelson Mandela ? Donc, je dirais presque mécaniquement, vous avez une héroïsation, une iconisation qui doit effectivement trouver quelqu'un suffisamment doté d'aura pour l'incarner. Et puis, il y a juste une petite remarque sur le casting que rappelait Christophe, qui est celui de Politico. Moi, je trouve qu'il y a un nom qui manque. C'est Kirilo Boudanov, le patron du renseignement militaire, et sans doute dans des fonctions analogues à celles qu'il occupe. Je ferme cette parenthèse pour conclure rapidement. Politico fait référence, et c'est assez stimulant intellectuellement, à une étude qui a été menée par 2 universitaires américains sur 59 assassinats de leaders politiques commis entre 1875 et 2004. Quelle conclusion en tire-t-il ? Eh bien, en regard de la poursuite du fonctionnement des institutions ou la conduite de la guerre, eh bien, ça a beaucoup moins d'impact sur les démocraties. Je reviens à la référence de Mariana à l'instant, que dans les autocraties. Alors évidemment, il y a des contre-exemples fameux. L'archiduc François Ferdinand, Sarajevo 1914, etc. etc. Mais il n'en demeure pas moins que si les structures étatiques, y compris dans l'adversité extrême, qui est celle d'une agression militaire, sont suffisamment robustes, eh bien, il n'y a pas du tout, et là je rejoins totalement le diagnostic de Mariana, il n'y a pas du tout de crainte d'effondrement. Oui, dans les autocraties, c'est souvent un seul homme. La verticalité. La verticalité, et du coup, tout s'effondre comme un château de cartes. Vous vouliez intervenir Oui, non, vous avez eu totalement raison de le rappeler, je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, Vladimir Poutine est un assassin. Il a en effet, et on peut se le dire, il a en effet sans doute essayé d'assassiner le candidat à la présidentielle ukrainienne Viktor Yushchenko en 2004. Il a aussi essayé d'assassiner le candidat à l'élection présidentielle russe, Alexei Navalny, qui a été empoisonné et qui est aujourd'hui en prison. Vladimir Karamurza également a été empoisonné. Natalia Arnaud a été empoisonnée. Donc en effet, je pense que ce qui est important de savoir, c'est que aussi il y a eu des assassinats politiques en Russie et que le régime russe... C'est une menace tangible. Oui. Vous avez cité Boris Nemtsov. Boris Nemtsov était l'opposant le plus populaire à Vladimir Poutine. Il a été assassiné en 2015 alors que justement il protestait contre la guerre en Ukraine qui avait commencé en 2014. Il était l'un des leaders des grandes manifestations à Moscou justement en 2014-2015 contre cette guerre en Ukraine déjà à l'époque. Il a été assassiné. Et ce qui est très important aujourd'hui, bien sûr, c'est qu'on mette encore plus de moyens pour protéger le président démocratiquement élu Zelensky. Il faut qu'on mette plus de moyens aussi pour aider l'Ukraine. Il faut absolument aider l'Ukraine pour qu'elle gagne cette guerre le plus rapidement possible. Et il faut aussi protéger toutes celles et tous ceux qui résistent à Vladimir Poutine, y compris en Europe, parce qu'il y a eu des tentatives d'empoisonnement de militants anti-Poutine en Europe encore récemment. J'ai cité Natalia Arnaud. Donc vraiment, c'est une mesure extrêmement importante à prendre parce qu'on sait les dangers qu'encourent toutes celles et tous ceux qui luttent contre Vladimir Poutine. Alors on l'a vu, Zelensky n'a pas peur. Il l'a dit à CNN. Il dit si je m'enfermais, si je pensais à la mort, je me renfermerais de plus en plus sur moi-même, un peu comme Poutine qui ne quitte plus son bunker. La référence toujours à cette obsession apparemment de la mort de Vladimir Poutine, et mes gardes du corps empêcheront que ça arrive. Michel Goya, ce qui est intéressant dans ces personnages qui seraient sur le devant de la scène, c'est que on voit Zaloujny, on sait que c'est un personnage extrêmement populaire en Ukraine, et c'est le chef d'état-major des armées. C'est pas tout à fait un hasard, on imagine. Oui, alors, si vous voulez, je reviens un petit peu sur l'idée d'assassinat. C'était un projet russe, incontestablement. On sait que les Russes avaient infiltré un certain nombre d'éléments, y compris dans Kiev, pour assassiner non seulement Zelensky, mais un certain nombre de personnalités, pour décapiter le plus vite possible la tête de l'exécutif ukrainien. Au moment de l'invasion. Au moment de l'invasion, au début. Donc c'était des éléments qui étaient infiltrés, qui étaient faits pour ça. De la même façon qu'en Afghanistan, à Kaboul, ils avaient également éliminé le président afghan pour remplacer tout de suite par un homme à eux.
Donc c'était tout à fait planifié. Par la suite, il y a certainement eu aussi un certain nombre de tentatives qui ont toutes échoué, évidemment. Maintenant, il ne faut pas exclure, il y a d'autres causes. Il pourrait y avoir beaucoup... En réalité, la plupart des chefs d'État meurent dans des accidents. Accidents d'avion, transport. Ouais. Le ministre de l'Intérieur qui est mort dans un accident d'hélicoptère. Absolument. Au tout début. Ouais. Zelensky se déplace beaucoup. Donc c'est un risque qu'il ne faut absolument pas exclure. Et effectivement aussi, il va sur les zones les plus délicates. Et c'est son rôle, et il l'assume parfaitement, et il le fait très bien, pour les zones près du front, où là aussi, on peut rien exclure. Donc c'est une éventualité qu'il faut envisager. Maintenant, comme ça a été évoqué, on est dans un système qui est résilient, qui est solide. C'est une nation en guerre, c'est pas un homme. C'est pas Zelensky qui a déclenché la guerre. C'est pas lui le premier responsable. Contrairement à la Russie, où effectivement, là aussi, on s'aperçoit que dans les régimes autocratiques, le danger, en fait, il vient souvent d'ailleurs plutôt de l'intérieur. Oui. Il y a eu des tentatives d'assassinat contre Hitler, mais c'était pas des agents américains ou britanniques, mais c'était des officiers allemands. Oui. Et voilà. Donc, et le risque pour Poutine, on le sent bien, est plutôt intérieur qu'un commando ukrainien. Maintenant, oui, donc il y a une résilience propre aux démocraties. Je cherche des exemples de chefs d'État assassinés en temps de guerre récent. En temps de guerre, j'en ai pas trouvé non plus. Non, il y a des chefs d'État qui meurent. Roosevelt est mort pendant la guerre. Kennedy a été assassiné. Oui, non, mais je veux dire en pleine guerre. C'était pas en temps de guerre, effectivement. Il était remplacé immédiatement. Par le vice-président. Par Truman. C'est Truman qui a terminé la guerre. C'est lui qui a déclenché, on parlait des armes atomiques, c'est lui qui a déclenché le feu atomique sur le Japon. Donc il y a eu une continuité de la politique qui est sans accroc, je veux dire. Et donc, oui, ce serait dramatique. Ça, certainement, ça augmenterait encore peut-être la sympathie pour, s'il était vraiment assassiné, la sympathie pour la cause ukrainienne, très certainement. Immédiatement, ce serait même contre-productif, certainement, pour les Russes. Et il accéderait au statut de martyr. De martyr, effectivement. C'est intéressant parce que tout à l'heure, vous faisiez mention de ce plan au départ pour l'éliminer au moment de l'invasion le 24 février 2022. Il a toujours juré, Vladimir Poutine, que c'était faux. Et il en a parlé à Naftali Bennett, qui était le Premier ministre israélien jusqu'à une période... Enfin là, en tout cas, en février 2023, Naftali Bennett prétend qu'il avait eu Vladimir Poutine et que non, il ne voulait pas assassiner Zelensky. אני צריך להבין שאתה נותן לי את המילה שאתה לא הורג את זלנסקי, או אני לא הורג את זלנסקי. אחרי הפגישה, עוד באוטו מהקרמלין לשדה התעופה, אני מתקשר לזלנסקי או בוואטסאפ או בטלגרם, יצאתי מפגישה, הוא לא הולך להרוג אותך. הוא אומר לי, אתה בטוח? אמרתי, 100%, הוא לא הורג אותך. אחרי שעתיים זלנסקי עלה למשרד שלו, עשה... סרט סלפי כזה מתוך הלשכה, אני לא מפחד והכל. Voilà, ça vous fait bondir, Mariana Perbenessiuk. Alors, je ne sais pas ce qui est le plus hilar dans cette intervention, qui est une perle tout entière. C'est un millésime, en fait. Donc, je ne sais pas ce qui est plus hilar, c'est qu'il a posé cette question, il a cru la réponse de Poutine, il prétend que Zelensky a cru la réponse de Poutine, que Zelensky a été rassuré. C'est quand même incroyable que deux personnalités de très haut rang, chacune dans son pays, se posent cette question au téléphone. Oui, le seul fait de se poser la question... En même temps, ça nous offre beaucoup de solutions. Il suffit juste de demander de temps en temps à Poutine son avis, ou est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, parce que c'est bien connu, tout ce qu'il dit, c'est absolument vrai, ça correspond à la réalité. Par ailleurs, il y a déjà plus d'aviation ukrainienne, il n'y a plus de patriotes, ils ont tout détruit, ils ont détruit, je ne sais pas, 300 Bayraktar. Il avait dit qu'il n'y avait pas l'armée russe en Crimée en 2014. Par ailleurs, le navire Moskva, il a juste coulé, mais enfin, il y a toute une liste de vérités poutiniennes, là, je pense que... Enfin... Vous dites que c'est un ancien chef de la diplomatie israélienne. Bon, je félicite l'Israël pour le fait que ça appartient au passé, j'en sais rien. Ceux qui ont suivi ne sont pas bien meilleurs. Oui. On a parlé quelquefois effectivement de ce qui se passe en Israël ici. Si on le prend presque à l'inverse...
s'il ment régulièrement, ça veut dire que oui, il avait bien l'intention je raisonne par Très souvent, c'est même ce qu'on dit assez souvent, ce que disent très souvent les experts, quand Vladimir Poutine ou Peskov, son porte-parole, démentent quelque chose en disant non, on n'a pas fait ça, non, on n'y a pas participé, c'est que c'est vrai, c'est qu'au contraire, ils ont fait ça. C'est même une blague. Oui. C'est un même. Ne croyez jamais à rien tant que le Kremlin ne l'a pas nié. Exactement. C'est ça, ne croyez rien tant que le Kremlin n'a pas nié. Vincent Hugeux, pour conclure là-dessus. Le tsar de l'antiphrase. Mikhailo Podolyak, son conseiller bien connu, estime, lui, qu'il y aurait eu une douzaine de tentatives véritables, soit via empoisonnement, soit via un commando Wagner, soit tueur tchétchène. On sait que c'est un mode opératoire assez fréquent dans la Russie poutinienne. Les services occidentaux sont plus mesurés. Eux estiment qu'il y a eu 3 ou 4 véritables tentatives dignes de ce nom. Et juste au passage, je signale que cette hypothèse a inspiré l'auteur Vincent Crouzet, qui publierait régulièrement des ouvrages ancrés dans la réalité de ce conflit sur la DGSE et son service Action, dans lequel précisément la DGSE aurait été expédiée sur place pour l'exfiltration, dont, je le rappelle, il l'a dit lui-même, Zelensky ne voulait à aucun prix. Voilà, bon, on rappelle que c'est évidemment l'hypothèse que personne ne souhaite, mais c'était intéressant de la traiter. Oui. Juste pour ajouter, rappelons aussi qu'en dehors des tentatives d'assassinat, il peut aussi avoir des accidents, parce qu'il y a un an, ce que disait Michel Goya, bien sûr, était victime d'un accident, et on ne saura jamais. Mais c'est absolument normal, vu les mesures de sécurité qui l'entourent, que le cortège ait pu avoir l'accident, du fait qu'il faut passer très vite et tout cela. Oui. Donc, quoi qu'il arrive... On se souvient de ce ministre de l'Intérieur, effectivement, qui a eu cet accident d'hélicoptère.